Bonjour, aujourd'hui nous recevons Charles-Henri Aloncle, monsieur le député. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Donc je vous remercie de venir pour votre premier long entretien à la presse locale. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines depuis 8 ans. Voilà, donc une carte de visite d'abord pour vous présenter. Vous avez 30 ans, vous êtes fils de préfet, vous avez fait des études plutôt brillantes, Sciences Po, HEC, Berkeley en Californie. C'est ça. Un positionnement politique de droite. Vous étiez président des Jeunes avec Sarko à Sciences Po. Exactement, président des Jeunes avec Sarkozy quand il a essayé de revenir. Donc ça a été entre les années 2013 et 2016. Voilà. Ensuite, vous qualifiez votre jeunesse de nomade et de déraciné. À la sortie de l'école, vous êtes parti sur un projet de start-up pour les commerçants blancs. Artisans commerçants, absolument. Et indépendants d'une façon générale. Un moyen de paiement et d'encaissement entre la compta et la banque pour les micro-entreprises. C'est ça. Voilà, vous êtes à Paris, dans toute la France et en Italie. Exactement. Et donc, je ne suis plus, j'ai démissionné de toutes mes activités depuis mon élection, donc je ne suis plus lié à l'entreprise depuis. D'accord. Donc le contexte, vous avez battu la figure de la politique locale, le député Vignal, qui était là depuis plusieurs mandats. 2012, ouais. Et qui était avant même au conseil municipal de Montpellier. Voilà, donc un poids lourd de la politique locale. Et nationale. National, il comptait beaucoup aussi au niveau national, absolument. Très médiatique. Très médiatique. Et continue d'ailleurs à être très médiatique, puisque vous l'avez appris, je crois que vous l'avez mis dans les colonnes de la Glorieuse, mais il a un contrat de chroniqueur sur BFM TV le lundi soir. Donc il continue à s'exprimer de façon publique et assez régulière. Donc avant de passer aux questions, donc la une du numéro 1098 de la Glorieuse, Delafosse a-t-il la folie des grandeurs? Ensuite, on revient sur le quartier des Hauts-de-Massanes avec les rodéos, le bus Tramanué, la rue de la Corse et le mur où il y a marqué coucou. Le mur, vous savez, en mode on va dire Hollywood, dans un parc de la Paillade. Pourquoi coucou? On sait pas trop. Voilà. Ensuite, on revient sur le MHSC là qui sombre. C'est le début. 50 ans, l'âge d'oraison. Mon titre. Bon, voilà, c'est léger. Et un article de fond sur la politique locale, Bernard Cazeneuve ou le crash des régionaux socialistes. Voilà quel est le programme du prochain numéro. Donc, monsieur Aloncle, donc vous avez été élu en juillet dernier, après la dissolution de l'Assemblée nationale. Votre parachutage sur la 9e Circo est le fruit d'une alliance entre les LR versus Ciotti et le RN. Est-ce que vous devez votre élection à un vote anti-Macron? Pour faire preuve d'humilité, je pense que je dois mon élection à un vote anti-Macron, mais je dois aussi mon élection à une vraie adhésion sur un programme de rupture, un programme de droite. Moi, j'aime pas concevoir le vote Rassemblement National comme un vote de contestation. On a longtemps voulu le faire croire, mais derrière, il y a un projet qui est fort et qui est attendu, on l'a vu, par un peu plus de 10 millions de Français au niveau national. Donc tout ça pour dire que oui, je pense que Emmanuel Macron a beaucoup clivé, a beaucoup divisé, a beaucoup abîmé le pays, mais derrière, il y a une vraie volonté de droite, d'alternance franche, qui s'est exprimée. Alors même si le vote vous a élu loyalement, certains en coulisses n'ont pas hésité de vous qualifier d'imposteur. Qui ça? Parce que non, je vous avoue que personne ne m'a dit que j'étais un imposteur pour le coup. Dans le microcosme politique local. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Bon, sûrement pas des gens de droite, probablement pas des gens qui avaient intérêt à notre victoire, la victoire du camp national, mais écoutez, je la prends. Alors, Patrick Vignal, votre prédécesseur sur la Circo, qui connaît parfaitement, vous a-t-il salué depuis votre élection? Patrick Vignal, alors c'est plutôt moi qui l'ai fait. J'ai appelé Patrick Vignal le lendemain de mon élection, parce que je tenais absolument évidemment à avoir un mot républicain pour lui. Il a été élu depuis 2012. Il se présentait à son 4e mandat.
il a forcément marqué la vie politique du territoire. Et donc c'était tout à fait normal que je vienne l'appeler, que je lui exprime aussi mes sentiments chaleureux. Après, voilà, depuis Patrick Vignal, je le croise de temps en temps, mais on n'a pas eu d'échanges plus approfondis. Il vous a pas donné de conseils? Écoutez, en fait, de toute façon, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est proche de globalement tout le monde. Il réussit à se faire plutôt apprécier. Il a un contact facile, une vraie chaleur humaine. Donc l'échange téléphonique a été relativement long. C'était à mon initiative, je l'assume totalement. Et donc il m'a dit beaucoup de choses, mais des choses que je ne voudrais pas dire ici. Donc revenons à votre jeunesse, à votre formation et à votre passé, votre court passé. Donc vous avez fait des études donc en Californie, à Berkeley, qui est l'épicentre du wokisme. Est-ce que l'immersion a été instructive? L'immersion a été très surprenante, très instructive. Dans le Berkeley, effectivement, on se situe dans la baie de San Francisco, en Californie. J'y ai effectué une année en 2013. Et en 2013, en fait, le wokisme, ça n'existait quasiment pas en France. Il y avait quelques prémices, mais on parlait, je crois que le terme même de wokisme n'était pas encore vraiment popularisé. Et donc j'ai été sur un campus où l'expression de son identité définissait qui on était, ce qu'on pensait, et ça m'a beaucoup choqué. Jusque même dans la carte un peu scolaire, académique, où les cours et certains départements étaient définis en fonction aussi de son identité. Donc il y avait des cours par exemple de Black American Studies, il y avait des cours de Gender Studies, il y avait des cours en fait qui assignaient vraiment à la fois les enseignants et les élèves dans des cases. Ça me semblait totalement déplacé. Moi, j'étais là pour une forme d'émancipation intellectuelle, le désir d'apprendre, et donc j'ai été confronté à cette mainmise idéologique sur l'université qui me paraissait très préoccupante. Et déjà, on cochait parent 1 ou parent 2? C'était un peu ça, une volonté vraiment de déconstruction de tous les fondements d'une société, à commencer par son identité, à commencer par la famille, à commencer aussi malheureusement par sa couleur de peau. Ce sont des gens qui veulent à tout prix tout raciser. Ils veulent réduire l'individu à son expression d'identité, donc jusque même à sa couleur de peau, qui je pense est la première démarche des personnes racistes, qui est de les réduire à leur couleur de peau. Donc oui, ça a été une année qui m'a quand même pas mal interpellé. D'accord, donc au niveau de Sciences Po, donc vous étiez responsable de l'UMP à Sciences Po. Comment ça se passait? Sciences Po, vous en voyez malheureusement fait les titres parfois depuis quelques mois sur des faits d'antisémitisme qui sont particulièrement graves. Il y a eu l'amphi principal qui a été rebaptisé amphi Gaza, il y a des étudiants juifs qui n'ont pas pu entrer dans l'école parce que juifs, sortis par certains étudiants d'extrême gauche, d'ailleurs on ne sait même pas si ce sont des étudiants de Sciences Po. Et malheureusement, moi j'ai pu assister à cette montée des idées un peu d'extrême gauche, à cette montée de la division de la communauté étudiante aux prémices. C'était une époque, donc moi j'ai intégré Sciences Po en 2011. À l'époque c'était un peu plus paisible, mais on voyait déjà la mainmise un peu des associations de gauche. Je peux vous donner par exemple un exemple qui m'avait vraiment interpellé à l'époque. Donc j'étais président de l'UMP Sciences Po à l'époque, et on a une association confessionnelle musulmane qui s'appelle Salam Sciences Po, qui est une association très soutenue à l'intérieur de l'établissement, défendue aussi par l'école. Et Salam Sciences Po a décidé d'organiser une journée qu'ils ont appelée le Hijab Day. Donc le hijab, vous savez, c'est le voile, le terme pour désigner le voile. Et le but de cette journée, tout simplement, c'était de pouvoir distribuer des voiles à l'entrée de l'établissement, à l'entrée du hall principal de l'établissement, à l'ensemble des étudiantes, pour, si elles souhaitaient mettre un voile, pouvoir l'arborer. Et ce qui m'avait profondément déplu, au-delà de cette expression de visibilité un peu choquante, c'était la description de cet événement, où l'association stipulait, c'était le début de la description de leur événement, pour inviter les femmes à la pudeur, Salam Sciences Po décide d'organiser le Hijab Day. Donc pour moi, c'était évidemment quelque chose de non négociable. C'était une rupture du pacte scolaire académique avec la communauté étudiante, et je l'ai dénoncé fermement. D'accord. Et ça a rencontré un succès important, ce Hijab Day? Ce Hijab Day, on a essayé de monter au créneau auprès des associations, on a essayé de monter au créneau auprès de la communauté éducative, de l'école, mais on n'a pas eu raison. L'école a justifié l'organisation de cet événement, ils n'ont pas voulu l'annuler. On a essayé aussi de saisir la presse, mais c'était une époque en fait où les dérives communautaires, le communautarisme n'était pas aussi montré du doigt, c'était pas aussi préoccupant dans l'espace public et dans les universités, donc on a vu assez peu d'écho à l'époque. Donc c'est aussi ça qui m'avait
et qui m'avait choqué, c'était de voir la complaisance du milieu académique. D'accord. Donc ensuite, donc vous avez créé une start-up. Vous étiez cofondateur de cette Absolument. start-up avec donc Paul-Henri Blaizet et Simon Parisot. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, cette start-up a été vendue au Crédit Agricole. En fait, c'est une start-up que l'on a montée dans les années 2019 dans le cadre d'un incubateur, d'un start-up studio financé par le groupe Crédit Agricole, donc une start-up qui crée des start-up. Donc on a été accompagné dès le début par le groupe, par d'autres filiales, puisque le groupe Crédit Agricole, alors je suis pas là pour faire de la pub, hein, c'est un événement c'est un entretien qui est complètement politique, donc je ferai pas de pub pour une banque ou une autre, mais ils nous ont accompagnés dès le début, donc on n'a pas monté ça un peu tout seul dans notre garage. Le mérite leur revient aussi, il revient totalement aux deux cofondateurs. Et donc c'est une aventure qui a duré à peu près 6 ans. Je me suis donné un peu corps et âme, j'ai participé au recrutement de l'ensemble des employés, et on était une centaine jusqu'à ce que je me désengage il y a quelques semaines. On a ouvert la France et l'Italie. Parce que là aujourd'hui vous êtes il y a une cinquantaine de personnes. Non, il y en a une centaine, plus d'une centaine de personnes dans l'entreprise. Donc l'entreprise a connu une bonne croissance. On avait levé un peu plus de 50 millions d'euros, ce qui dans le contexte actuel était quand même une somme importante pour bien développer l'entreprise et notre activité. Et au-delà de cette description, en fait, ce qui nous a tenu à cœur tous les trois, et là où on s'est retrouvés sur un projet profondément utile, c'était d'aider tous les petits commerçants, artisans, indépendants en général, à mieux gérer leur entreprise et à y voir plus clair. La France compte près de 4 millions d'indépendants, des gens qui souvent n'ont pas d'experts comptables parce qu'ils sont sous le régime de la micro-entreprise, ne bénéficient pas forcément de conseils de juristes, se trouvent tout seuls face à des questions administratives. Et donc tout le but de cette initiative, c'était de proposer des outils et des services bancaires, d'encaissement de paiement, digitaux, mais aussi toute une palette d'outils de gestion qu'on intégrait à notre application. Et aujourd'hui, vous êtes complètement sorti de l'entreprise. Je suis totalement sorti. Vous avez vendu vos parts ? Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est des mécanismes. Au stock option. C'est des mécanismes un peu plus, un peu différents de départ. Mais je me suis désengagé de toute activité. Je n'exerce plus, j'ai plus d'exercice exécutif, j'ai plus de rôle dans l'entreprise depuis la date de mon élection. Je veux évidemment pas mêler mon entreprise et son développement à mes opinions, ma carrière politique, en tout cas mon mandat. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en sortir totalement pour parfaitement clarifier les choses. Alors moi je comprends pas trop parce que vous avez 30 ans, vous avez des études plus que correctes, vous avez lancé une entreprise et là vous vous lancez en politique dans un métier plus qu'aléatoire. D'élu de la nation dans un parti considéré comme extrémiste. Il y a une incohérence là-dedans, non ? Alors déjà sur le qualificatif d'extrémiste ou même d'extrême droite, moi je déteste ce terme d'extrême droite. Le Rassemblement National n'est en rien un parti d'extrême droite, même si je ne siège pas au groupe Rassemblement National, je suis un groupe allié du Rassemblement National pour l'Union des droites, pour soutenir Jordan Bardella. C'est pas un parti d'extrême droite. Pourquoi ? L'extrême droite, ça a été inventé à la fin du 19e dans le cadre de ligues et il y avait 3 critères qui définissaient l'extrême droite. Le premier critère, c'était l'antiparlementarisme. C'est des ligues qui voulaient, qui avaient une vraie défiance vis-à-vis de nos parlementaires, de la représentation nationale et qui voulaient en finir avec cette représentation. Le deuxième critère, c'était la prise du pouvoir par la force, par le coup d'État, par la rue. Et le troisième critère, enfin, c'était les années de l'affaire Dreyfus. Et donc il y avait un relent d'antisémitisme, même plus qu'un relent, une forme d'antisémitisme assumé dans ces milieux-là, dans ces ligues-là. Quand vous prenez ces 3 critères, coup de force par la rue, l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, vous voyez qu'aujourd'hui en rien, le Rassemblement National et même nous, le groupe Union des droites pour la République, ne sommes un mouvement d'extrême droite. Et quand vous voyez même ces critères, je vais même pousser le point, antiparlementarisme, coup de force par la rue, antisémitisme. Quand j'évoque ces 3 critères, moi je pense plutôt à un autre groupe politique. Je pense à la France Insoumise, je pense à ceux qui ont décidé de s'allier avec ces gens, qui ont décidé de décomplexer, désinhiber des actes antisémites dans la rue. Donc vous voyez, je pense que ces qualificatifs de groupes extrémistes ne nous reviennent absolument pas. Parce que vous avez tout pour être macroniste, vous êtes jeune, vous êtes start-upper. Est-ce que vous vous considérez comme un privilégié ? Je pense que je suis privilégié par la vie, privilégié par mon milieu socio-éducatif,
privilégié par les rencontres que j'ai pu faire. Ce serait totalement incongru et même insultant de me présenter d'une autre façon. Et je sais d'où je viens. Je sais aussi ce que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai profondément envie de restaurer ce fossé de plus en plus béant entre des élites déconnectées et méprisantes et un peuple qui a soif de bon sens, qui a soif d'ordre dans les comptes publics, dans la rue, qui a soif d'être respecté par les voix qu'il exprime. Donc, vous savez, on a tous des parcours différents. Ce qui compte derrière, c'est les idées qu'on porte, les gens qu'on a envie de défendre, la sincérité qu'on met aussi sur la table pour le faire. Et pour répondre aussi à votre question, parce que j'étais un peu long sur la définition d'extrême droite, vous avez raison. Moi, personne lors de la campagne ne m'a fait le procès de l'opportunisme. Absolument personne. Vous l'avez dit, professionnellement, j'étais plutôt comblé. C'était une entreprise que j'ai montée, je m'y consacrais jour et nuit, je pouvais voir les fruits de mon travail. Il y avait certes des aléas, mais beaucoup moins qu'en politique. J'avais encore une courbe d'apprentissage énorme, j'avais tout à apprendre, j'ai 30 ans, je sentais que j'étais en train d'acquérir des compétences. Ça a été humainement une aventure en plus formidable. J'ai tissé des liens avec des gens qui seront des liens pour la vie. Et donc forcément, le fait de s'exposer, le fait de se présenter à une élection, de risquer de perdre avec cette étiquette qui encore malheureusement est et de façon que je n'arrive encore pas à comprendre, assez marquée à droite, j'avais strictement rien à gagner à tout ça. Ce combat ne pouvait que m'atteindre, ne pouvait que déprécier mon profil, et si je l'ai fait, c'est purement par conviction, c'est parce que je pense que la France aujourd'hui a besoin d'être réparée, et que cette alternance qu'on proposait avec Éric Ciotti et Jordan Bardella était la bonne. Voilà, donc il y a deux droites en France, il y a une droite plutôt centrale, Juppé, Le Maire, et puis il y a la droite Ciotti et Sarko, qui lui a été, on va dire, amadoué par Macron, et voilà, qui au départ était un peu pour une espèce d'union des droites, et maintenant il est contre la fusion des droites. Comment vous expliquez ça ? La trajectoire politique de Nicolas Sarkozy sur ces derniers mois, dernières années, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Vous l'avez dit, j'ai été président des jeunes avec Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, qui m'a vraiment donné cette passion de la politique. L'une des rares rencontres qui marquent vraiment à vie. Donc je me garderai bien de le critiquer de façon ouverte, parce que je garde encore beaucoup d'amitié, de sympathie et de respect pour lui. En revanche, son positionnement politique, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le monde de la politique ? Nicolas Sarkozy et cette campagne magnifique de 2007, où pour la première fois, alors j'étais pas vieux en 2007, mais pour la première fois, j'ai entendu parler de la France avec des mots, avec un aspect viscéral, charnel, que j'avais jamais entendu auparavant. Il y a peu de personnes comme Nicolas Sarkozy, aidé d'un Henri Guénaud à la plume, qui a aussi bien parlé de la France, des Français, et de la défense de notre identité. Et de façon en plus parfaitement décomplexée, avec un souffle qu'on n'a pas retrouvé depuis dans les différentes campagnes présidentielles. Donc moi, ça a été ça. J'ai été mordu à ce moment-là. Je me suis dit que, en fait, c'était pas une tare de vouloir défendre son pays, d'être patriote, de vouloir exhiber, arborer ses couleurs, de dire qu'on était fier d'être français. Et donc ça a été une sorte de rencontre entre l'engagement politique et le patriotisme pur. Et donc voilà, c'est cet homme-là. Votre prédécesseur est adepte des plateaux TV, on en a parlé. Ça va être quoi le style à l'oncle ? Ça va être un style sérieux, qui va fuir toute forme de coup d'éclat pour le coup d'éclat, de strass et paillettes, de lumière des projecteurs quand c'est pas nécessaire. C'est mon premier mandat. Moi, je sais à quel point je dois ce mandat à la confiance des près de 30 000 personnes qui ont voté pour moi. J'ai envie de leur rendre au millième, au centuple. J'ai vraiment envie que cette confiance qu'ils m'ont témoignée derrière soit utile pour eux, soit utile pour le territoire, soit utile pour la France. Donc moi, le style, ça va être un style sobre, un style travailleur, un style exigeant, parce que j'attendrai beaucoup des interlocuteurs que je pourrais avoir, des équipes qui vont travailler avec moi, et puis de moi, de mon rythme, de ce que je vais pouvoir donner au territoire et à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je sais pas tellement, et après vous apprendrez à me connaître, mais je suis quelqu'un
sobre, sérieux et attentif à la tâche. Donc vous arrivez d'ailleurs, quel est votre regard sur le personnel politique local, Vignal, Delafosse, Rossignol, des jeunes ou plus ou moins jeunes, mais qui ont fait de la politique leur vie depuis 20-30 ans? J'ai un avis personnel sur chacune des personnes que vous avez évoquées, mais ça prendrait beaucoup de temps. Un mot. Mais en fait, plus généralement et de façon un peu théorique, j'ai été particulièrement frappé de voir dans mes premiers jours de mandat l'écart entre l'Assemblée nationale et la 9e de l'Hérault. À l'Assemblée nationale, il y a une sorte de théâtre, de jeu de dupes, où je suis entré dans l'hémicycle. Bizarrement, des gens qui pouvaient être mes amis des Républicains, de gens que j'ai invités à dîner, de gens avec qui j'ai passé du temps, parfois certaines vacances, de gens que j'ai vraiment appris à connaître depuis un peu plus de 10 ans. Ces gens-là, du jour au lendemain, ils ne me serraient même plus la main, ils ne me regardaient même plus, ils répondaient même plus à mes messages. Des Républicains? Des Républicains, et puis d'autres aussi qui sont partis depuis plus longtemps chez Macron, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de Républicains qui sont partis chez Macron. Et vous voyez que les insoumis vous crachent un peu au visage symboliquement en ne vous serrant pas la main, en ne serrant pas la main au Benjamin de l'Assemblée nationale. C'est d'une violence institutionnelle très forte à laquelle je m'attendais pas, même si maintenant je m'attends plus à grand chose de la part de cette gauche et de cette extrême gauche absolument indigne, mais que ça vienne aussi de mon camp politique, que ça vienne de gens qui, en off, vous disent qu'ils pensent exactement la même chose que vous, mais que vous avez du courage, que vous comprenez, ils ont un loyer à payer, ils sont assis sur une rente électorale qui rapporte, ils ont les bonnes invitations dans les bons cercles et ils voudraient pas du jour au lendemain ne plus être invités, que ces gens-là fassent preuve d'hypocrisie, c'est leur problème, mais que derrière ils renient tout ce qu'on a pu construire ensemble. Ça a été d'une violence symbolique vraiment très difficilement surmontable. Ça, c'est l'Assemblée. Quand vous revenez en circonscription, et en circonscription j'y suis du jeudi fin de journée au mardi matin, mais là c'est complètement différent. Moi je rencontre des maires, des élus qui me disent qu'ils ont pas nécessairement voté pour moi parce qu'ils me connaissaient pas encore bien, parce qu'ils n'étaient pas forcément de ce bord politique, peut-être plus à gauche que moi, mais ce sont des élus sincèrement concernés par les enjeux de leur territoire, qui m'ont réservé un accueil républicain, même plus que républicain, qui s'assied à la table avec vous pour vous ouvrir les dossiers et qui sont là en pragmatisme et avec beaucoup de bon sens à vous dire voilà, là vous allez pouvoir nous être utile, là vous allez pouvoir récupérer le dossier que votre prédécesseur a commencé à ouvrir. Et donc tout ça pour dire que je peux mesurer à quel point, quelle que soit la couleur politique des élus qu'on a sur le territoire, pour l'instant, tout le monde a fait preuve de beaucoup d'esprit républicain, beaucoup de bon sens, et je sens en tout cas que ce sera très porteur pour le territoire. Revenons sur le procès en fascisme de Vignal, qui a appelé à voter LFI, alors que parfois il tient des propos très très populos à la télé. Ça vous inspire quoi? J'ai beaucoup de mal à l'accepter. J'ai essayé de le joindre dans l'entre-deux tours. J'ai essayé de l'appeler le lundi matin, le lundi après-midi, le lundi soir, le mardi matin. Il m'a pas répondu. Je lui ai laissé des messages pourtant parce que je voulais qu'on s'explique. Forcément, il était 3e, j'étais 1er, j'étais qualifié au 2e tour, lui aussi. C'était important de savoir ce qu'il allait faire. J'ai été plus que surpris. J'ai été indigné de voir cette double page dans le Midi Libre le lendemain, sans même avoir été prévenu d'ailleurs, que j'ai découvert comme chaque lecteur du Midi Libre le matin même, avec cet appel qui est extrêmement clair, même si derrière on va essayer de dire le contraire en disant non, c'était pas vraiment ça. Le titre de l'article, c'était pas une voix ne doit aller au Rassemblement national, pas une voix. Et le journaliste essaye de lui dire mais en fait c'est un appel à voter LFI, et à mot couvert c'était oui. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis certain que la France Insoumise et le nouveau Front Populaire d'une façon générale qui s'allie avec la France Insoumise est un mouvement particulièrement dangereux pour la République, dangereux pour nos institutions, dangereux pour la démocratie. En rien, on l'a vu notamment avec les appels à la haine, avec cet antisémitisme décomplexé, avec cette volonté de vouloir bordéliser l'Assemblée nationale, nos institutions, occuper la rue alors qu'ils n'ont pas gagné, remettre tout en cause jusqu'au fondement institutionnel, jusqu'au couloir de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale. Alors moi, de voir quelqu'un qui a été élu de la République depuis 2012, qui a été socialiste, puis macroniste, qui a toujours donné des grandes leçons forcément de démocratie, de respect de l'électorat, de tolérance, de le voir du jour au lendemain appeler à voter pour ce parti qui est absolument indigne,
en me faisant un peu une sorte de procès, c'est-à-dire que si il appelait à voter pour la France Insoumise, c'est que j'étais infréquentable, c'est que je représentais au fond une menace pour nos institutions, une menace pour la démocratie, je vous avoue que j'ai très très mal vécu. Et plus que ça, et pardon, je suis un peu long, je croise beaucoup d'électeurs, beaucoup de gens qui viennent me voir dans la rue en me disant « J'ai voté monsieur Vignal au premier tour, mais j'ai voté pour vous au deuxième tour parce que je me retrouve dans vos idées, dans vos valeurs, j'ai vu votre parcours, je sais de quel parti vous venez et je n'ai absolument pas peur de vous, au contraire, je sens que vous allez changer les choses. » Et donc voilà. Et quand on regarde en plus les reports de voix dans la circonscription par rapport aux reports de voix au niveau national, j'ai bénéficié de beaucoup plus de reports de voix de la part des électeurs de M. Vignal qu'au niveau national. Ce qui montre bien en plus que ces consignes de vote sont parfaitement infantilisantes pour les Français et qui les écoutent de moins en moins. Et comment vous expliquez un président qui s'affiche avec De Villiers, qui fait la une de Valeurs Actuelles et qui s'allie avec LFI pour un front républicain? C'est le macronisme dans toute sa splendeur. C'est la volonté de moins en moins cacher, de tromper l'électeur, de lui dire blanc le lundi, noir le mardi, de lui faire croire qu'en fait ils pensent absolument comme eux, mais à l'Assemblée de voter des lois qui portent tout l'inverse de ce qu'il a pu dire quelques interviews auparavant. Moi, en politique, et c'est le premier mandat, donc je suis complètement neuf dans ce domaine-là, il y a une chose pour laquelle je voudrais vraiment qu'on m'interpelle si un jour je m'écarte de cette ligne-là, c'est la sincérité, c'est la cohérence idéologique. J'ai du respect, vraiment, je peux avoir beaucoup de respect pour certains élus de gauche qui ont toujours défendu une ligne populaire, qui ont toujours voulu défendre les plus fragiles, avoir des programmes sociaux poussés et qui y croient et qui l'ont toujours défendu depuis des décennies. Mais j'ai aucun respect, absolument aucun respect pour des gens qui vont changer de ligne mois après mois, année après année, qui vont tromper les électeurs, qui vont atténuer même les différences idéologiques. Ce qu'on a vu dans le cadre de ce parti unique qu'allait Jean-Luc Mélenchon alors invoquer, c'est une espèce de fumisterie qui a bloqué institutionnellement le pays. On a voulu faire croire que le Rassemblement national était le danger, et on a eu un blocage institutionnel qui va probablement nous porter préjudice, peut-être pour les 12 mois qui vont venir. Donc pour moi, ces attitudes-là, elles sont absolument impardonnables. Pourquoi la démarche de l'Union des droites, globalement, est un flop? Ça, c'est vous qui le dites. Le flop, moi, quand je vois ce qui s'est passé avec Ciotti, il y a, je sais pas exactement, mais il y a une poignée de députés qui l'ont suivi, et la plupart sont restés dans l'arc républicain. Ouais. C'est comme ça qu'ils l'appellent, mais bon, je vous ai expliqué tout à l'heure à quel point ces termes complètement scandaleux, qui sont juste du mépris vis-à-vis de plus de 10 millions d'électeurs, qui veulent les faire passer pour fascistes, dangereux pour la République, alors qu'on porte un programme de bon sens. Bon. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Quand vous voyez la création de l'Union des droites pour la République, en 48 heures, on a eu plus de 10 000 adhérents, des adhérents payants. C'est pas les adhérents d'En Marche de M. Macron en 2017, où en fait c'était des adhésions gratuites et donc il suffisait d'un clic pour devenir adhérent. En moins de 48 heures, on a eu 10 000 adhérents. Le site a été saturé, on a même dû sur les serveurs devoir corriger tout ça. On le voit, et on le voit sur le terrain. Moi, j'ai fait campagne sur le terrain avec des gens, beaucoup d'adhérents du Rassemblement national, beaucoup d'adhérents les Républicains, quelques adhérents Reconquête, des anciens adhérents du parti de M. Dupont-Aignan, et aussi une immense majorité de gens qui n'avaient jamais pris leur carte dans un parti politique, parce qu'ils se sont éloignés des logiques partisanes. Et ces gens-là, ils me disent, mais c'est absolument génial de pouvoir, sur un territoire, voter pour un candidat qui n'a pas forcément d'étiquette partisane, mais qui va juste défendre un programme, qui va pas défendre une crèmerie, qui va s'intéresser à la France, à sa restauration, à son rétablissement, et qui va nous défendre au quotidien. Est-ce que vous avez fait la paix avec les conseillers municipaux RN de Lunel qui ne vous ont pas soutenu? Oui, bien sûr. Enfin, par exemple, on échange régulièrement. Certains, d'ailleurs, m'ont apporté leur soutien, notamment dans l'entre-deux tours. Ils ont été un certain nombre, vous avez raison, à soutenir le dissident au premier tour, par fidélité, parce que ça faisait longtemps qu'ils le connaissaient, par amitié aussi. Vous l'avez rencontré, le dissident? Alors oui, je l'ai rencontré lors de la campagne.
parce qu'on s'est croisés à quelques événements, à quelques occasions. J'ai fait la démarche d'ailleurs dès le début de la campagne de l'appeler. C'est moi qui ai fait la démarche d'aller vers lui, de l'appeler, de lui proposer un rendez-vous, de lui proposer une figure politique locale. Une figure politique locale, oui, bien sûr. Mais non, mais c'est pour ça, tout ça pour vous dire que moi je n'ai aucun ressentiment, j'ai aucun mauvais sentiment pour des gens qui auraient pu le soutenir par fidélité et par amitié. Vous savez, c'est aussi ça la politique, c'est de suivre des gens depuis longtemps, de vouloir les défendre. Après, je pensais fondamentalement que ça pesait un risque sur les voix du camp national, qu'avec une gauche et une extrême gauche parfaitement unies, un bloc central très uni aussi, partir avec autant de candidats divers droite, c'était un risque. Mais bon, les électeurs ont fait preuve du discernement et c'est le plus important. Où situez-vous Robert Ménard sur l'échiquier politique national? Lui aussi est pour l'union des droites. Oui, mais bon, Robert Ménard, moi j'ai été très intéressé il y a quelques années de ça par ses analyses, par sa lucidité, mais je trouve qu'il s'est un peu perdu, même plus que perdu idéologiquement depuis des années. Et je vous retourne la question, j'ai du mal aujourd'hui à voir ce qui pourrait, la démarche politique dans laquelle il pourrait s'inscrire, puisque j'ai l'impression que il y a eu beaucoup de changements dans des moments en plus qui électoralement étaient importants. Et vous préconisez la paix nationale entre le RN et le patron de Béziers? Ouais, c'est des sujets pour le coup qui me dépassent. Je crois qu'il y a c'est des rapports très personnels entre Marine Le Pen et Monsieur Ménard. Donc c'est pas moi, même du haut de mon mandat de député de la 9e, qui vais pouvoir donner des leçons à Monsieur Ménard. Non, mais sans donner des leçons, votre regard, votre simple regard. Mon regard, c'est que si je me suis inscrit dans cette démarche d'union des droites, c'est que toutes les bonnes volontés qui veulent une alternance, qui veulent en finir avec le macronisme, qui veulent porter un programme de rupture de droite pour restaurer l'autorité, défendre notre identité. Lui, il est là-dedans, c'est son discours. Eh oui, mais je comprends pas alors pourquoi il tergiverse. Je comprends pas pourquoi il a eu des propos, il a eu des initiatives qui ont pu contribuer à la division, contribuer aussi à jeter peut-être un peu l'opprobre sur le mouvement qu'on portait. Donc c'est aussi à lui de clarifier son positionnement. Et fort de votre succès, là, serez-vous candidat au municipal? Alors, c'est très précoce. Moi, j'ai pu le dire d'ailleurs dans le Midi Libre. J'ai pu le dire aux gens qui m'ont fait confiance. Je suis extrêmement concentré sur mon mandat. Le mandat de député, c'est un mandat magnifique, très exigeant, où on doit être partagé entre le débat et le vote des lois dans l'hémicycle et en commission à l'Assemblée nationale, 3 jours par semaine à Paris et le reste du temps en circonscription pour défendre les habitants de la circonscription, porter certains dossiers, ouvrir des portes notamment de services de l'État. C'est un mandat vraiment, quand on veut bien le faire et apporter tout son poids, toute son utilité, doit être fait à 100%. Donc vous voyez, j'ai beaucoup d'humilité, je veux bien faire mon travail, c'est tout ce qui m'importe, c'est mon obsession. Je suis pas du tout les yeux rivés sur des municipales. Votre suppléant est plutôt connu à Montpellier. Est-ce que vous comptez le recruter comme collaborateur parlementaire? Je vois que vous avez peut-être eu des informations. Ah non, j'ai eu aucune information. Non, mais vous avez probablement l'information que je suis en train de composer mon équipe, que je suis en train de prendre du temps aussi pour la composer, parce que on a aussi des enjeux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous on est un groupe beaucoup plus petit, donc le groupe UDR à l'Assemblée nationale avec Vous êtes combien? On est 16 députés. D'accord. Le Rassemblement national sont un peu plus de 120. Et en fait, quand vous êtes un petit groupe, vous bénéficiez de beaucoup moins de dotations pour recruter des collaborateurs du groupe qui vont suivre les travaux en commission pour disposer d'un certain nombre de moyens logistiques. Et donc forcément, le groupe vous demande de réserver une part de votre enveloppe collaborateur pour les intérêts du groupe, pour recruter des collaborateurs mutualisés. Bon voilà, tout ça est un peu technique, mais je bénéficie pas des mêmes moyens par exemple qu'un député Rassemblement national ou qu'un député Renaissance. Donc le casting est très complexe pour moi. Je ne sais pas encore de combien de collaborateurs je pourrais disposer. Donc voilà, la question est en suspens. Est-ce que vous le soutiendrez pour sa présentation à Montpellier? Bien sûr. Sa candidature à Montpellier? Bien sûr. Vu qu'il s'est présenté aux européennes. Absolument. Thierry Tsagalos, c'est l'un des premiers qui m'a tendu la main, ouvert en grand les portes et soutenu de façon inconditionnelle, alors que vous l'avez rappelé, le contexte n'était pas forcément évident. On avait un dissident en face de nous, on avait des divisions propres à la droite, et tout le sens de ma démarche, c'est d'en finir avec ces divisions, parce qu'elles portent vraiment atteinte à nos électeurs et à nos idées. Donc Thierry a été quelqu'un qui n'a pas tergiversé, a fait preuve de courage, a été d'un engagement sans faille, extrêmement utile.
les fruits de cette victoire lui reviennent, comme à beaucoup d'autres militants qui nous ont aidés, beaucoup de gens dévoués qui nous ont aidés. Donc c'est absolument tout naturellement. On a beaucoup travaillé ensemble pendant cette campagne. Il a tout mon soutien et toute mon amitié, évidemment. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.